Hier, j'ai été à une conférence extrêmement intéressante à Chaillot, un débat entre Peter Sloterdijk, le philosophe allemand bien connu, et un plasticien que je ne connaissais pas, qui s'appelle Thomas Saraceno, un plasticien argentin, et qui a travaillé sur une vision d'un autre monde, vraiment d'un monde très différent, sur lequel a débattu Peter Sloterdijk. C'est la raison pour laquelle mon intervention s'appelle « Esquisse d'un autre monde », ou plutôt c'est la corrélation un peu fortuite. « Esquisse d'un autre monde », c'est justement ça dont je vais parler à propos de mes ouvrages. C'est un tableau que je montre à mes étudiants, où on voit sur la colonne de gauche un certain nombre de périodes historiques. Alors ça va faire un peu hurler les historiens de l'architecture, parce qu'évidemment c'est extrêmement simplifié, mais ce qui est intéressant c'est la perspective générale. Alors on voit par exemple là la période de Vitruve, les enjeux, la colonne des enjeux, avec des infrastructures impériales et l'affirmation du pouvoir. Ce sont les enjeux auxquels Vitruve a dû faire face. Et il y a répondu par ces fameux 10 livres, qu'on résume habituellement par pérennité, utilité, beauté. Et voilà, bon, en fonction des périodes, on peut arriver à la période actuelle, maintenant on appelle de plus en plus communément l'Anthropocène, c'est-à-dire la période où l'homme commence à impacter très fortement la biosphère, et donc s'en dégagent des enjeux dont certains peuvent être relevés par les architectes, comme par exemple le climat, l'accès aux ressources naturelles, la santé, la biodiversité ou le numérique, par exemple. La question c'est, qu'est-ce qu'on met dans cette case-là ? Et c'est un petit peu cette question, c'est même complètement cette question qui a motivé l'écriture de mes 3 ouvrages, qui sont autant de cours en architecture, qui sont donc sous forme d'ouvrages imprimés aux éditions Erol, mais aussi sous forme de MOOC, c'est-à-dire qui sont enregistrés en ligne, et voilà, qui me sert de base pour mon enseignement magistral. Alors je vais dire quelques mots sur ces 3 ouvrages. L'idée c'est de former un tout pour tenter d'apporter une réponse justement à ces questions des enjeux. Le premier, architecture et écologie, comment partager le monde habité, c'est la question de la cohabitation entre les humains et les non-humains dans une planète finie avec des perspectives démographiques à 10 milliards, voire 12 milliards. Donc ça pose un problème sérieux, y compris évidemment surtout aux architectes quand on sait que plus de la moitié de l'humanité habite en ville, et là aussi les projections vont jusqu'à 3/4 en 2050. Donc c'est une question tout à fait sérieuse. Alors dans mes livres, j'utilise beaucoup la figure que les architectes connaissent bien. C'est pas un dessin, c'est pas un schéma, c'est pas une représentation graphique, c'est pas une représentation géométrique, c'est un dessin qui permet de se figurer les choses. Et ça c'est un outil qui est un outil très puissant utilisé par les architectes qui sont pratiquement la seule discipline à utiliser cet outil-là. Et donc je l'utilise beaucoup. On a là une figure qui est dessinée à partir, en négatif, d'une photo bien connue, là en l'occurrence l'Europe, la nuit. Et donc en négatif, on a cette figure-là. Pourquoi je dessine cette figure ? Parce que finalement l'Europe, en tout cas sous-continentale, est beaucoup organisée en termes de réseaux, de conurbation, connectés entre elles. Et ça permet de se figurer un territoire. En fait, à plusieurs échelles, on a l'échelle des infrastructures, donc qui relient les métropoles, on a l'échelle de la métropole, par exemple le Grand Paris en ce moment, et puis on a l'échelle en noir de la matrice urbaine, de la haute densité, enfin des villes à haute densité. Et puis on a surtout aussi une chose qui est très importante et qui est l'objet de ce livre, c'est le blanc entre la représentation noircie, c'est l'espace de la biodiversité. Est-ce que c'est un espace à sanctuariser? Est-ce que c'est un espace qui doit obéir à certaines règles de gouvernance particulières, comme par exemple liées aux usages, la transhumance ou l'agriculture? Voilà, et donc c'est bien une figure qui veut résumer la cohabitation à différentes échelles, entre le monde anthroposphérique, c'est-à-dire le monde de l'homme, et le monde de la biosphère. Et donc je voudrais parler successivement de 3 de ces lieux. Le premier, c'est à la plus grande échelle, l'échelle sous-continentale, l'échelle des infrastructures aussi. La question de la gouvernance qui occupe
c'est une hypothèse principale de mon livre, c'est savoir quel type de gouvernance on pourrait, sur laquelle réfléchir pour justement gérer cette cohabitation. Quand on parle de gouvernance, on parle souvent d'acteurs, et là il me semble, enfin l'hypothèse que j'ai faite dans mon livre, c'est que ce sont les experts qui pourraient être les acteurs principaux. Alors, quand je dis acteurs principaux, ça ne veut pas dire qu'ils sont décideurs, ça veut dire que ce sont eux qui initient et qui sont un peu les garants de la logique de la gouvernance territoriale. Par exemple, le GIEC est une assemblée d'experts. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir une gouvernance, une expertocratie en quelque sorte, à condition bien entendu qu'elle soit maîtrisée d'un point de vue démocratique. Puis un lieu intermédiaire, là où la densité des infrastructures commence à s'élever, je parlais tout à l'heure du Grand Paris, c'est bien dans ce cas-là, là on peut penser que les politiques ont un rôle majeur à jouer de médiation, d'arbitrage, du fait de l'élévation de cette densité. Arbitrer des projets, faire fonctionner finalement ce réseau de conurbation. Enfin, et c'est la principale hypothèse de mon livre, c'est que à l'échelle de la matrice, c'est-à-dire de la ville, ce sont plutôt les citoyens qui pourraient être les acteurs principaux, c'est-à-dire finalement une gouvernance plutôt de type jurisprudentiel, pour éviter d'avoir une écologie coercitive, surnormée en quelque sorte, au contraire en revenir aux initiatives citoyennes, ce qui sera l'objet de mon deuxième ouvrage. Voilà, et bien entendu, encore une fois, tout ça n'est fait que pour gérer la cohabitation entre les deux sphères. Évidemment, on n'est pas sur une page blanche. La biosphère, c'est certainement pas, ne peut pas être figurée évidemment que par une page blanche, mais au contraire sur une géographie préexistante, une géographie physique, une géographie vivante. Et donc, l'idée du livre, c'était de réfléchir à une organisation de ces ensembles-là de gouvernance, et notamment de réfléchir à la granulométrie, si je puis dire, à petite échelle, de cette matrice urbaine. Et là aussi, c'est une figure que je développe dans mon second ouvrage sur l'économie circulaire, c'est-à-dire comment cette matrice, à partir d'initiatives citoyennes, peut fonctionner au sein d'un ensemble plus large. Quand on parle d'économie circulaire, on trouve beaucoup de choses. J'ai essayé de rassembler ce qui, pour les architectes, était ce qui avait le plus de sens, qui pouvait s'articuler le mieux entre tous ces volets de l'économie circulaire. Et j'en vois deux représentations, et une troisième dont je vais parler. La première, c'est l'écologie industrielle. Alors l'écologie industrielle, vous savez, c'est l'analyse des flux entre différents opérateurs. Alors ça, c'est vraiment la théorie, hein. L'analyse des flux entre différents opérateurs. Donc pour schématiser, les déchets de l'opérateur A sont les ressources de l'opérateur B, qui produit des déchets qui sont les ressources de l'opérateur C. Et évidemment, ce schéma-là a vocation à être bouclé. Une des grandes hypothèses sur lequel je suis parti pour pouvoir justement satisfaire à ces gouvernances, c'est de penser qu'un des opérateurs d'une écologie industrielle puisse être une séquence de la biosphère. Par exemple, l'agriculture urbaine. Voilà. Donc il peut y avoir des échanges entre des opérateurs de la ville, ça peut être des usines, ça peut être un chauffage urbain, ça peut être une infrastructure, ça peut être évidemment un îlot d'habitation, on voit que ça commence à se développer. Et l'idée, c'est d'intégrer au maximum des séquences de la biosphère. Deuxième volet de l'économie circulaire, toutes les questions de recyclage, de réutilisation, de réemploi, où là, alors qu'on était dans la dimension spatiale, l'espace, en écologie industrielle, avec des liens resserrés, eh bien là on est dans la dimension du temps, où là on ne parle plus d'opérateurs, mais d'états qui se transforment progressivement. Par exemple, un bâtiment vieillit, il peut vieillir selon deux actions en général, les intempéries et puis les avatars humains, qui sont de tous ordres. On dit souvent, par exemple, d'un bâtiment en marine, d'un bâtiment qu'on subit des avaries. Alors les avaries pourraient être des intempéries et des avatars humains, comme une sorte de contraction linguistique. Voilà. Quand on réunit finalement ces deux procédures de l'écologie industrielle, qui est là, une vision tout à fait institutionnalisée, l'écologie industrielle, de l'économie circulaire, pardon,
l'écologie industrielle et le recyclage, on obtient ce que les physiciens finalement font, c'est-à-dire penser depuis au moins un siècle, de penser dans l'espace et dans le temps simultanément. Pour un physicien aujourd'hui, penser les deux indépendamment n'a plus de sens. Je pense que les architectes auraient intérêt à penser également dans cette dimension-là. Et après, de ce fait-là, on peut imaginer des architectures dites circulaires qui pourraient échanger soit d'opérateur à opérateur ou d'état à état, comme on commence à le voir. On l'a toujours connu quand on sait que certains bâtiments historiques ont été faits avec les ressources d'autres bâtiments démantelés. Mais maintenant, la question est de savoir comment on peut généraliser cette approche d'échange entre architecture circulaire. Pour donner un peu de corps à tout ça, j'ai étudié un territoire en Île-de-France, la vallée de Montmorency, et j'ai étudié ce que je pense être des architectures, c'est-à-dire une définition élargie de l'architecture. Par exemple ici, des jardins partagés entre différents citoyens. Là, on est à 12 km des Batignolles, et donc on est évidemment dans un paysage et un fonctionnement du territoire radicalement différent. Ici, des citoyens qui s'organisent pour compléter ou améliorer la trame bleue, c'est-à-dire la trame de l'eau finalement dans le territoire, trame bleue, trame verte, maintenant ce sont des choses assez courantes. Ici, la plus grande brocante caritative d'Île-de-France est organisée, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est organisée dans un parc qui n'est dédié qu'à ça, et en plein centre-ville de Montmorency. Donc là aussi, c'est un lieu que les architectes peuvent tout à fait étudier. Et puis un autre exemple encore, d'un apiculteur qui s'organise avec des ferrailleurs, en récupérant et en recyclant un certain nombre d'éléments en déshérence, mais qui sont récupérés pour refonctionner selon les procédures dont j'ai parlé. Tout ça forme un paysage, un territoire qui peut être une alternative, je parlais d'un autre monde, qui peut être une alternative à ce qu'on appelle l'économie linéaire mondialisée, qui, elle, ne s'occupe pas de toutes ces questions de gestion de déchets, de proximité, de transformation. Voilà. Ce qui l'intéresse, elle, c'est de vendre une marchandise transformée, et c'est tout, quelle que soit la distance d'ailleurs. Pour en terminer avec cette question d'économie circulaire, qui est donc le thème de mon deuxième tome, j'aurais montré là une photo du Mont-Saint-Michel. Pourquoi ? Parce que le Mont-Saint-Michel, c'est pas seulement, il me semble, le monument qu'on connaît bien tous. Les Américains viennent parfois, certains Américains viennent en France pour ne voir que le Mont-Saint-Michel. Mais ce qui m'intéresse, c'est évidemment intégrer au sein de cette séquence de la biosphère qui est la baie du Mont-Saint-Michel, avec ce biotope si particulier qu'on connaît, mais aussi avec une économie de tourisme bien entendu, mais aussi maraîchère, d'élevage, et puis une économie high-tech, puisqu'on a un certain nombre de petites sociétés qui se sont installées là. Voilà. Et tout ça forme un ensemble qui, je pense, peut avoir cette qualité d'architecture circulaire. D'ailleurs, j'ai découvert qu'il existait une association des baies du monde entier, et qui ont compris tout l'intérêt qu'ils pouvaient avoir à être dans cette configuration-là. Et je trouve que les baies sont très emblématiques de cette ligne de front qui est en train de se dessiner entre terre et mer. Voilà. Aujourd'hui, au Mont-Saint-Michel, on ne se bat plus contre les Anglais, mais contre le dérèglement climatique. Et je pense que c'est une des plus belles architectures actuelles qui existent aujourd'hui, si on veut bien se donner une définition élargie de l'architecture. La question que je me suis posée pour la rédaction de mon troisième ouvrage, c'est comment tout ça fonctionne. Alors bien sûr, ça fonctionne sur un certain nombre d'échanges de flux qui sont très différents, et une mobilité, et puis aussi sur toute une histoire très très complexe, comme on le sait. Mais un des flux les plus emblématiques, il me semble, pour affronter ces questions de nouveaux enjeux, est l'énergie. Raison pour laquelle j'ai choisi ce flux, d'étudier ce flux, comme un des flux qui fait fonctionner ce que j'ai expliqué préalablement. L'hypothèse principale du livre, c'est de dire que les physiciens ont donné des définitions de l'énergie, sur lesquelles je ne rentre pas, depuis Aristote jusqu'à nos jours, mais les architectes n'ont pas vraiment donné cette définition. Pour eux, l'énergie, c'est quelque chose d'invisible, de même un petit peu encombrant. Le Corbusier, comment dirais-je, enviait Claude-Nicolas Ledoux quand il disait qu'il n'avait pas à s'ennuyer avec toute cette tripaille dont il devait s'occuper.
Et donc, l'hypothèse principale, c'est de dire que l'énergie est en train, il me semble, d'acquérir un statut de grandeur cardinale de l'architecture, en tout cas de l'architecture du XXIe siècle. On parle toujours de l'espace, parfois du mouvement, et la question c'est est-ce que ça n'est pas une grandeur, voire la grandeur cardinale de l'architecture. Alors, comme je suis à l'école enseignant à STA, j'enseigne la construction, je me suis déjà intéressé à cette question d'énergie au niveau de la construction. Genre presque comme si c'était un sous-niveau de l'architecture, ce qui n'est pas le cas, mais c'est comme ça que je l'ai pris. Alors je me suis dit, finalement, en construction, en école d'architecture, on enseigne la structure, les enveloppes et les ambiances. C'est la décomposition un peu classique. Et donc je me suis intéressé à l'énergie dans ces trois champs, structure, enveloppe et ambiance, et de voir si ce n'était pas finalement, pas la genèse, mais le pilier, si ça ne pouvait pas être un pilier commun, de manière à justement recentrer l'enseignement de la construction, qui a eu tendance à s'éparpiller énormément. Donc les unités ne sont pas les mêmes en acoustique, en éclairage, en structure bien entendu, les unités ne sont pas les mêmes, les spécialités ne sont pas les mêmes, et les bureaux d'études qui sont de plus en plus gros ont de plus en plus de mal à échanger entre eux du fait de cet éparpillement de la pensée constructive. Il me semble que l'énergie peut justement rassembler. C'est ce que je vais montrer en 4 slides. La première sur les structures dynamiques, c'est-à-dire les structures qui sont sollicitées en mouvement, par exemple à cause d'un séisme, à cause d'une force de vent importante avec des effets de balancier. Et là, c'est le cours d'Alain Pecker à l'école des ponts et chaussées, qui finalement part sur la loi de conservation de l'énergie, et qui en découle avec une formule qui est ici, et qui regroupe tous ces paramètres-là, et ce sont des paramètres que les architectes ont en tête quand ils conçoivent des structures, notamment en milieu sismique. Voilà, déplacement de la structure, vitesse, accélération, masse, puis deux paramètres qui sont déterminants dans, j'allais dire, la configuration géométrique de leur structure, coefficient d'amortissement et raideur. Voilà, donc ça, c'est classique. L'énergie est bien le fondement d'une approche en termes de structure dynamique. En revanche, dans des cas de structure statique ou quasi statique, les choses ne sont pas aussi évidentes que ça, quoique. Je me suis appuyé d'abord sur un cours qui est celui de Maurizio Broccato à Malaquais, et qui est enseignant aussi à l'école des ponts, et qui enseigne un livre, qui a écrit un livre qui est tout à fait intéressant, qui s'appelle « De la géométrie à la conception des structures », et qui fait le lien donc entre géométrie et conception des structures, dimensionnement, hein, comme on le dimensionne. Aujourd'hui, on ne fait pas comme ça, c'est sur un calcul infinitésimal qui découle, enfin qui engendre une approche notamment en termes d'éléments finis, et puis le dimensionnement vient de cette approche-là. Mais Maurizio, lui, est reparti, en architecte italien, j'allais dire, sur la géométrie. Et puis, si on exhume un principe qui est le principe des travaux virtuels, qui est un principe qui a été élaboré par Bernoulli et puis par Lagrange, je ne rentre pas dans les détails, hein, mais grosso modo, le principe des travaux virtuels, c'est si vous voulez évaluer le poids d'une valise, eh bien, il faut la soulever, même très légèrement. Et en la soulevant, vous pouvez évaluer par l'équilibre du couple entre votre bras et la valise, vous pouvez évaluer le poids de la valise. Voilà, c'est un principe qui est assez simple. Et là, j'ai montré un fléau, simplement un fléau de cuisine, pour montrer, de symboliser ce principe des travaux virtuels, qui peut amener à comprendre des structures beaucoup plus complexes, comme par exemple les Nexorad, structure qui a été employée par Wang Shu lors de la Biennale de 2010, où on voit que tous ces éléments, il n'y a aucune liaison mécanique ni chimique entre tous ces éléments, c'est juste la gravité qui permet à cette structure de s'ordonner dans un équilibre négantropique. Et donc la gravité, c'est bien une énergie. Donc là aussi, dans le cas de structures statiques, on peut tout à fait utiliser l'énergie pour comprendre et dimensionner un bâtiment qui serait peu sollicité, ou en tout cas avec des déplacements faibles. Je parlais d'enveloppe, deuxième volet. L'enveloppe, là c'est beaucoup plus facile à comprendre, il suffit d'écouter le cours d'Edith Akiki.
pour savoir qu'on part de l'énergie, c'est-à-dire de la chaleur, qui est une forme d'énergie, hein, l'énergie calorifique, et puis avec une suite d'opérations extrêmement simples, on arrive au coefficient R d'une paroi, la paroi que vous allez acheter à la plateforme du bâtiment. Donc là, c'est très facile à développer, à dérouler. Et puis dernier volet, et j'arrive vers la fin de ma présentation, dernier volet, les ambiances, donc le troisième grande dimension enseignée en école d'architecture. Là aussi, on peut partir d'énergie. Je me suis référé aux travaux de Michelle Addington, qui est une enseignante chercheuse à Austin, Texas, et qui fait un constat dans un livre tout à fait intéressant, fait un constat que le bâtiment est à une échelle intermédiaire qui permet mal de comprendre ces questions d'énergie. C'est-à-dire soit il est trop petit quand on parle d'énergie thermodynamique, du climat, même si on somme tous ces bâtiments, on a du mal quand même à être à la bonne échelle. Et puis, j'allais dire, on le voit avec cet espace-là, il est trop grand quand on parle vraiment de transfert thermique entre ce qui va nous intéresser pour les ambiances, c'est-à-dire le confort, parce que les échanges thermiques se passent à quelques centimètres de la peau. Et c'est à peu près tout. C'est-à-dire la température qu'il y a là-haut, à 5 mètres de haut, ne m'intéresse absolument pas, n'a aucune incidence sur mon confort à moi. Et donc il y a un problème d'échelle. On en revient à des questions d'échelle que j'avais évoquées au début. Jusqu'à, je passe toutes les articulations dans le livre, qui permet de passer de ce constat-là, jusqu'à comment finalement concevoir ces espaces aujourd'hui, jusqu'à une notion qui maintenant commence à être beaucoup plus connue en architecture, la notion des affordances, qui sont enseignées par notamment Patrice Ceccarini à l'école, au sein du CMAU. Vous avez également Claire Bailly, qui est ici présente au CMAU, par la question des affordances. Alors je résume, mais alors vraiment très grossièrement, prendre l'affordance comme un outil de conception amène à faire un constat suivant. Il est plus intéressant d'éclairer une marche sur 3 d'un escalier que d'éclairer toute la cage d'escalier. Voilà, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est ça que finalement ça veut dire. Et surtout, même un chien peut comprendre ce raisonnement-là. Et ça veut dire que là aussi, on est dans bien la cohabitation humain-non humain. C'est là où, j'allais dire, la boucle se boucle. Voilà, je conclus ma présentation à propos de mes 3 ouvrages, pour dire que finalement, je parlais d'un autre monde. Là, ce sont aussi 3 figures de 3 mondes différents, 3 planètes différentes. Celle-ci serait la planète avant l'Anthropocène, c'est-à-dire avant que l'homme ait commence à impacter fortement la biosphère. Celle-là est la planète que nous connaissons aujourd'hui, qui est fondée sur une économie linéaire mondialisée, c'est-à-dire linéaire qui n'est pas bouclée. Hein, toute boucle qui n'est pas bouclée est un gaspillage ou une pollution, parce que c'est ouvert sur la biosphère. Le dernier avatar de cette représentation, enfin de cette réalité-là, c'est la route de la soie entre Pékin et l'Europe, qui est en train d'être développée, qui est l'expression même d'une boucle non bouclée. On parle d'une centrale nucléaire tous les 500 km. Et puis, finalement, celle-là, cette figure qui découle de ce que j'ai dit précédemment, qui simplement a vocation à pouvoir se représenter un autre monde, un autre fonctionnement, finalement le fonctionnement d'un autre monde. Et je vous remercie de m'avoir écouté si patiemment. Voilà, j'en ai fini. Avez-vous des questions? Voulez-vous faire des interventions particulières?